Voilà. En cours d'enregistrement. Donc voilà. Donc je ne vais pas me représenter. Depuis 2 ans, Jacqueline, je ne la vois pas dans les invités, mais elle ne devrait pas tarder à arriver, a été la fondatrice de ce meet-up, comme une émanation de ce que je disais tout à l'heure du Paris Machine Learning Meetup, qui est vraiment un très, très grand meet-up. Donc nous avons en gros 600 inscrits à ce meet-up. Donc, ce meet-up est entièrement destiné à un débat sur l'application Stop Covid. Je l'ai intitulé Stop Covid, Stop ou encore point d'interrogation. C'est pour ceux qui ont moins de 50 ans et qui ont comme référence une référence à la radio, évidemment, à ces émissions qu'on écoutait tous quand on était jeunes. Pour les plus jeunes, évidemment, vous ne pouvez pas comprendre. Tant mieux pour vous. Donc, je l'ai appelé comme ça un petit peu par provocation, parce que, évidemment, le but de ce débat, c'est, comme je le disais, c'est non pas de créer la polémique entre les pour et les contre, ça n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt, je crois. C'est d'éclairer le citoyen, les citoyens qui voudront bien, et ce soir, puis en visionnant le débat, se dire j'ai envie d'écouter ce que me disent les pour, ce que me disent les contre, de façon à ce qu'en mon âme et conscience, je me dise oui, je l'installe ou non, je ne l'installe pas. Donc, il ne s'agit en aucun cas de créer la polémique ce soir, hein, j'insiste. S'il y en a qui sont venus pour cela, je couperai tout purement et simplement. C'est vraiment un débat pour, j'allais dire, pour éclairer scientifiquement l'intérêt de cette application. Je me disais même, alors vous me direz si ça vaut le coup ou pas, Jacqueline m'avait dit la fois dernière que je pouvais faire des petits sondages. Évidemment, je n'avais pas déclenché l'option, mais je pourrais même à la fin, avez-vous été convaincu? Ou plutôt, tiens, allez-vous installer l'application? Ça pourrait être drôle, sauf si je trouve que ça ne l'est pas. On verra bien, on en décidera nous-mêmes. Je vais laisser ensuite la parole aux invités. Je ne suis pas là pour parler, je suis là pour animer. Nos invités, alors, j'ai les excuses d'Agnès Baucher qui devait être présente parmi nous et qui, au dernier moment, n'a pas pu être présente. C'est dommage, j'étais spécialiste de cybersécurité. Autrement, autour de la table, Madame Isance de France, qui se présentera évidemment, Monsieur Julien Darguès, Monsieur Emmanuel Goffi et Monsieur Frédéric Kunzmann, et en guest star, Monsieur Franck Bardol, qui a écrit une tribune dans le média qui s'appelle Medium, qui est vraiment un très bon média sur tout ce qui porte sur l'intelligence artificielle en particulier. Donc, je vais vous laisser, madame, messieurs, vous présenter. On va peut-être commencer par les femmes. Et puis après, en revanche, je distribuerai la parole d'abord à Julien pour la simple et bonne raison qu'il a été bêta-testeur de l'application Stop Covid et que j'aimerais qu'il nous dise pourquoi il a accepté d'être bêta-testeur, qu'est-ce qu'ont été ses ressentis, à quoi ça a consisté ce bêta-test, justement, puisque maintenant, plus d'1 million d'utilisateurs l'ont installé sur leur smartphone. Et donc, il ne s'agit plus d'être bêta-testeur. Donc, Madame Isance de France, vous présentez rapidement, il n'y a pas de souci, vous aurez la parole de nouveau après. Ouais. Vous m'entendez bien? C'est bon? Oui. Oui. Donc, oui, donc Isance de France, je suis directrice de la prospective à l'Institut Sapiens, qui est un think tank dont le cœur de la réflexion, c'est l'interaction homme-machine. Donc, on a plusieurs observatoires justement sur l'impact des technologies sur le milieu de la santé, sur aussi le milieu du sport, sur le milieu de la sécurité et défense. Et on a monté aussi un observatoire éthique et intelligence artificielle avec Emmanuel Goffi, qui est ici présent, qui est le directeur de cet observatoire. Et sinon, je suis docteur en droit. En fait, j'ai fait une thèse sur les robots militaires terrestres en 2050. Donc, c'est vraiment Terminator dans les conflits, voilà, en 2050. Donc, experte en innovation technologique, puisque comme cette technologie est duale, en fait, j'ai beaucoup réfléchi à l'impact de cette technologie dans nos sociétés, mais également dans les conflits armés. Voilà. Merci. Très courte. Après, on peut le faire par ordre alphabétique, comme vous voulez. Julien? Julien Darguès, moi je suis entrepreneur dans le numérique depuis 10 ans. On a fêté d'ailleurs nos 10 ans le 22 avril.
donc confiné, éditeur de logiciels de ressources humaines et je suis également gérant propriétaire d'un espace de coworking à Tours qui accueille 84 personnes actuellement. Et je suis également président de la French Tech Loire-Vallée, voilà, qui est la communauté qui fédère les startups de la French Tech en région Centre-Val de Loire. Également membre du Conseil national des communautés French Tech. Merci. Emmanuel? Alors, bonjour tout le monde. Donc, Emmanuel Goffi, comme l'a dit Isance, actuellement, je dirige l'Observatoire éthique et intelligence artificielle au sein de l'Institut Sapiens. Globalement, moi, je suis un ancien officier de l'armée de l'air. Je suis versé dans les questions d'éthique, ou d'abord dans les questions militaires depuis maintenant une quinzaine d'années, pour se poser la question d'abord l'acceptabilité éthique des conflits, ensuite sur la question des drones, puis petit à petit sur les questions technologiques et intelligence artificielle. Voilà. Sinon, je suis docteur en sciences politiques. Je vis actuellement au Canada, donc on a un petit décalage horaire ici. Et puis voilà. Merci. Ben, on n'a pas l'impression, il fait quand même presque comme chez nous. Hein, là. Oh, il est midi. Il est midi, là. Il est midi, d'accord. Oh, je suis désolé, vous n'avez pas pu manger alors. Oh non, ça va. Je souffrirai en silence. D'accord, merci. Frédéric? Donc, Frédéric Huntsman. Donc moi, je suis psychologue du travail et je crée des applications, des serious games, de la réalité virtuelle. Enfin, j'utilise vraiment les nouvelles technologies pour pouvoir développer les connaissances ou les compétences des collaborateurs dans un marché qui évolue grandement, qui est aussi celui, comme Julien, des ressources humaines, avec le travail qui évolue. Et donc, avec du tracking, avec aussi un petit peu d'IA pour bien comprendre les modèles de l'apprentissage et bien comprendre l'humain. Et avec forcément aussi ces réflexions sur jusqu'où peut-on aller, jusqu'où doit-on aller, donc intéressé par le sujet. Merci Frédéric. Et puis en guest star, comme je disais, mais qui peut se présenter malgré tout, Franck Bardol. Bonsoir à tous, donc je m'appelle Franck Bardol, je suis professeur associé en école d'ingénieur et j'interviens également en école de commerce. Alors mes thèmes de prédilection, bien entendu, tournent autour de la data. J'interviens aussi bien sur des problématiques liées à la stratégie, l'innovation, data marketing, voilà, ce genre de choses. Mais j'interviens également sur des problématiques plus techniques, c'est-à-dire comment implémenter, quel langage choisir, écrire un algorithme, hein, tout simplement. Donc un algorithme qui sera un algorithme de machine learning, de deep learning, et donc qui va permettre de faire concrètement de l'intelligence artificielle. Voilà, donc j'ai ces deux casquettes. J'interviens également en entreprise en tant que formateur, mais aussi en tant que consultant. Et pour terminer, je suis le fondateur du Paris Machine Learning. Je co-organise donc le Paris Machine Learning, qui est le plus gros meet-up en Europe. Et Jacqueline fait partie des co-organisateurs, donc avec moi, et d'autres personnes. Hein, on est 5. Et Jacqueline est la fondatrice, si je ne m'abuse, enfin une des cofondatrices du meet-up qui nous accueille ce soir. C'est la fondatrice. Oui, elle a eu l'idée, la première. Donc c'est la fondatrice. Donc laissons-lui ce titre. D'ailleurs, je ne sais pas si je la vois pas parmi nous. C'est étonnant, mais elle va peut-être arriver en cours de chemin. Eh bien, écoutez, comme je le disais tout à l'heure, maintenant, place à la parole. Julien, est-ce que tu veux bien commencer pour dire, Julien a été bêta-testeur de la solution, pour dire pourquoi tu as accepté cette mission, j'imagine un peu, et pour toi, quel est son intérêt, quel est son intérêt, et pourquoi l'installer sur nos téléphones? Alors, pourquoi il y a plein de raisons qui permettent de répondre au pourquoi est-ce que j'ai accepté de bêta-tester cette application. La première, c'est sans doute parce que j'ai des proches qui ont eu la Covid et qui ont beaucoup souffert. Donc, ça nourrit mon esprit d'entrepreneur
de trouver des solutions, quelles qu'elles soient, pour faire face à ce fléau. La deuxième chose, c'est parce que j'ai une entreprise, enfin j'en ai même plusieurs, qui ont été impactées lourdement, notamment pour notre espace de coworking et d'événementiel. Alors, c'est peut-être un moindre mal pour le coworking parce que ça profitera peut-être par la suite, mais en l'occurrence, nous, on a aussi une partie de notre activité qui est de la location de salles événementielles, et donc qui est encore à l'arrêt aujourd'hui, et visiblement qui sera à l'arrêt, je pense, jusqu'à la fin de l'année, hein, puisque la plupart des grands donneurs d'ordre qui sont nos principaux clients nous disent tous à la queue leu leu qu'en 2020, il n'y aura absolument aucune manifestation chez nous possible. Quand je dis événementiel, c'est un espace qui permet d'accueillir 150, 170 personnes pour des séminaires, des réunions, etc. Donc ça, pour moi, c'est un problème important. Et puis enfin, parce que je suis un entrepreneur, et que quand il y a des solutions nouvelles qui se présentent et qu'il faut les expérimenter, voilà, je fais partie de ceux qui lèvent la main en premier, qui font partie des early adopters, qui sont prêts à essuyer les plâtres si besoin. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai accepté de devenir bêta-testeur. Bon, vous avez bien compris que par rapport à mes entreprises, c'est trouver des solutions qui permettent d'endiguer le plus rapidement cette crise pour qu'on puisse retrouver une activité économique le plus rapidement possible. Ah, Julien, en quoi ça pouvait bien consister d'être bêta-testeur pour une application qui nécessite d'être beaucoup pour pouvoir être optimum? Alors, il ne s'agissait pas de bêta-tester pour savoir si statistiquement ça allait avoir un impact ou pas. Il s'agissait plutôt dans un premier temps déjà de mesurer la compréhension de l'application par les utilisateurs. Donc, la première chose, c'est que quand je l'installe, on m'explique comment ça fonctionne, les consignes, comment l'activer, comment accéder à mes données, comment supprimer mes données sur mon téléphone, comment supprimer les données sur le serveur, comment désinstaller l'application. Est-ce que je suis suffisamment bien renseigné sur la confidentialité de mes données? Voilà, c'était plus lié à l'UX et à l'UI de l'application, qu'à savoir si oui ou non elle allait être efficace ou pas. D'accord. Alors, sur la partie technique, puisqu'on a vu des choses passer, tout le monde n'est pas un spécialiste. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre une application telle que Stop Covid, donc une application française qui est dite centralisée, avec d'autres solutions qui ont été proposées dans d'autres pays qui n'ont pas cette qualité ou ce défaut d'être, et qui sont donc décentralisées? Qu'est-ce que ça signifie en clair? Alors, je pense qu'il y a d'autres personnes autour de la table qui sont bien plus compétentes que moi pour répondre, et c'est pour ça que moi, mon rôle, il s'arrête à la limite à des aspects beaucoup plus techniques comme ça, parce que je ne suis pas un expert en sécurité, je ne suis pas un expert en crypto, je ne suis pas un expert en plein de choses qui effectivement ont leur importance dans cette application, mais qui n'était pas mon sujet. C'était D'accord. pas mon sujet. Voilà. Ben, on demandera à quelqu'un s'il veut bien répondre. Et j'ai une autre question, évidemment, importante. Cette application, elle est toujours présente sur ton téléphone. Absolument. D'accord. OK. Absolument, parce que voilà, moi je considère. Alors, j'ai mis un post sur LinkedIn pour dire effectivement que je bêta testé cette application, et qui m'a valu de nombreux commentaires auxquels j'ai essayé de répondre quand je pouvais le faire, et quand je ne savais pas, je disais que je ne savais pas. Malheureusement, j'ai aussi reçu beaucoup d'insultes gratuites en privé, voilà, de gens qui sont là, à mon avis, plus pour faire de la politique que pour essayer de sauver des vies et de sauver des entreprises.
Donc, voilà, c'est clair que cette application, elle a probablement des imperfections. J'ai eu des centaines de commentaires, donc j'ai bien vu les critiques des uns et des autres, certaines que je peux comprendre. Notamment, par exemple, je prends l'exemple du Bluetooth, la fameuse portée du Bluetooth, à savoir est-ce que je vais capter mon voisin que je ne croise absolument jamais. Peut-être qu'il sera enregistré comme un point de contact. Oui, effectivement, ça fait partie des imperfections que j'ai moi-même identifiées assez rapidement. Mais pour autant, pour moi, ça ne justifiait pas le fait de désinstaller cette application. Après, on peut prendre une liste comme ça. Je me suis renseigné aussi, bien entendu. Et quand je mets dans la balance à chaque fois ce qui est opposable à cette application et potentiellement ce qu'elle pourrait permettre de sauver en termes de vie, bah, je me dis que c'est un moindre mal. Voilà, donc, c'est, je pense, une position peut-être éthique à chacun, de responsabilité aussi. Voilà. Je crois que le terme de balance a vraiment beaucoup d'importance entre les deux plateaux de liberté et de sécurité. Est-ce que quelqu'un, Isance, par exemple, est-ce que vous pouvez rebondir en matière justement juridique, le point de vue juridique, et puis en plus, comme vous êtes spécialiste quand même de ces problèmes-là, il y a un regard qui peut être intéressant sur ces deux plateaux de la balance, quoi. Oui, je vais essayer d'être concise et de vulgariser au maximum mes propos, parce que dès qu'on parle de droit, forcément, ça devient très technique. En fait, donc je vous ai entendu et vous êtes d'accord qu'en fait, il y a encore plein d'interrogations. Vous avez encore plein d'interrogations, mais que face à ces interrogations, vous avez quand même choisi cette solution technique. Et moi, en tant que juriste, ça m'interroge un peu parce qu'il y a, en fait, il y a un droit fondamental dans l'espace numérique, parce qu'en fait, on est en train de parler d'espace numérique, c'est le droit à la connaissance. En fait, quand vous utilisez une application, vous êtes censé avoir toutes les informations en main pour utiliser cette application. Et en fait, c'est ça qui me gêne un peu, c'est qu'il y a beaucoup de confusion autour de ce débat, il y a beaucoup d'interrogations, et ce droit à la connaissance, qui est vraiment un droit, enfin, c'est le droit central, hein, qui est dans le fameux règlement général des protections des données, en réalité, il n'est pas ici respecté. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en tant que jury, je me suis demandé en fait si cette application Stop Covid était légale. Donc, quand on pose cette question, ça veut dire est-ce que cette application respecte nos libertés fondamentales? Et dès lors qu'on parle de liberté fondamentale, en fait, on s'interroge sur quelle sorte de liberté on parle. Instinctivement, quand je vous parle de liberté fondamentale, vous allez me dire, bah, c'est la liberté d'aller et venir, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de réunion. Et ce sont bien évidemment en fait des libertés qui sont essentielles à la bonne organisation de notre société. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ces libertés, en fait, elles s'expriment dans un espace qui est physique. Et c'est important de rappeler ça parce que le fait de rappeler cet espace physique va mettre en valeur en fait l'espace numérique, c'est-à-dire le monde Internet. Et en fait, cette application, c'est juste une porte entre ces deux mondes. En fait, les réseaux Internet, vulgairement, les réseaux Internet, ce sont des autoroutes en fait qui permettent à nos données, c'est-à-dire nos actes, nos réflexions, de circuler n'importe où dans le monde. Et en fait, ce qui caractérise cet espace numérique, c'est la liberté. Et en fait, on cherche, depuis qu'Internet est arrivé, on cherche à réglementer cet espace physique, en fait, à l'encadrer. Et la CNIL, à travers les rapports qu'elle a réalisés là, il y a quelques temps, en fait, elle a analysé la légalité de cette application par rapport justement à ces droits fondamentaux dans l'espace numérique. C'est ça qui est important. Et puis, c'est important de comprendre aussi que vraiment, cette application, elle fait juste la jointure avec l'espace physique. Et ce que je crains, en fait, c'est que, et j'y reviendrai juste après,
c'est qu'en réalité, elle a dit, bon, en fait, il y a des garanties juridiques qui ont été apportées dans l'espace numérique, mais ces garanties juridiques, elles sont toujours conditionnées. Et c'est ces oui, mais qui fait qu'en fait, je m'interroge sur l'impact que ça va avoir sur notre espace physique, sur notre liberté d'aller et venir, sur le pouvoir de contrôle de l'État, sur effectivement les lieux où on ira, sur ce qu'on fera. C'est typiquement ce qui arrive en Chine avec le crédit social. Oula. Qu'on vous entend Je plus. terminerai juste en fait en parlant voilà. des libertés. Attendez. Voilà. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est ça. C'est bon? Oui. En fait, je reviens sur les libertés fondamentales dans l'espace numérique. On a 3 grandes libertés. On a le droit au consentement éclairé, on a le droit à la protection des données et on a un droit à l'information. C'est le droit à la connaissance dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le droit au consentement éclairé, c'est typiquement la notion de volontariat qui a été mise en avant par la CNIL. Elle a dit, vous avez le choix de mettre ou pas cette application. Et puis là, tout d'un coup, on a eu le secrétaire d'État au numérique, donc Cédric O, qui a dit, bon, vous avez le choix, mais sachez quand même que si vous ne le faites pas, vous serez responsable du 2e pic. Donc là, si ce n'est pas une pression déguisée, donc en réalité, je me dis, c'est pas un consentement éclairé déjà parce qu'on n'a pas toutes les informations, et c'est en plus un consentement un peu par défaut parce que on joue un peu sur l'émotion de bon, si vous le faites pas et que vous n'utilisez pas tous les instruments qu'on vous donne, eh bien, vous serez responsable du second pic. Bon, là, moi, ça m'interroge. Donc la liberté de choix, si vous voulez, elle est quand même assez limitée. Ensuite, on a le droit de la protection des données. Ça, c'est le traitement de vos données. Quand vous utilisez cette application, où vont vos données qui sont sensibles est-ce que l'anonymat est conservé et est-ce que le secret médical est conservé? Là aussi, c'est intéressant d'analyser cet instrument qui est l'application Stop Covid, de l'inscrire avec, de le conjuguer avec 2 autres instruments qui ont été mis en œuvre. C'est le fichier SIDEP et c'est le contact Covid, je crois. Et en fait, la CNIL l'a dit, je n'invente rien, elle a dit effectivement, les instruments, les 3 réunis, permet en fait de lever en fait pas l'anonymat en plus, c'est une pseudo-anonymisation. Ces 3 instruments ensemble, effectivement, permettent de recouper des informations et là, on a du mal à assurer la protection des données. Donc, la CNIL a dit, bon, vous inquiétez pas, je serai un organisme de contrôle, je vais aller voir ce qui se passe à la sécurité sociale, etc. Donc là encore, ça veut dire, en réalité, on a fait on a eu un gros débat sur la protection des données, mais je vous l'assure pas réellement, mais faites-moi confiance, faites confiance à l'État, on va contrôler ça. La notion de confiance, on y reviendra, mais je pense qu'Emmanuel va en parler de cette notion de confiance. C'est-à-dire qu'on a vu que les Français avaient plus du tout confiance en le gouvernement. Il y a eu un sondage qui a été fait au mois d'avril. Donc là encore, fonder un discours sur la notion de confiance en son État, alors que les Français, on sent bien qu'il y a une confiance qui a été brisée, c'est un peu compliqué. Et le 3e droit, donc le droit à l'information et le droit à la connaissance, c'est en fait un droit à poser des questions pour comprendre et pour savoir. C'est typiquement ce que vous êtes en train de faire avec ce meet-up, c'est pourquoi une telle application? Alors moi, personnellement, je ne comprends pas cette application. On a des masques. Je ne comprends pas pourquoi l'État n'a pas dit, en fait, obligation de mettre des masques dans tout l'espace public, comme l'a recommandé du reste l'OMS samedi dernier. Ça aurait été, je pense, amplement suffisant. Ça responsabilisait d'autant plus, en fait, notre société. Et en fait, quand je réponds à cette question, pourquoi une telle application? Donc, je m'interroge en fait sur l'efficacité et l'utilité d'une telle application parce qu'elle intervient trop tard. Donc, moi, j'ai un peu l'impression que l'État dit, bon, c'est une réponse à tout ce qu'on nous a reproché, la mauvaise gestion du Covid et tout. Donc, on vous met une application dans les mains et puis comme ça, au moment où il faudra rendre des comptes, on ne pourra pas dire qu'on ne vous a pas donné tous les instruments pour qu'il n'y ait pas de 2e pic. C'est de votre responsabilité si vous l'avez mal utilisé. Alors ça, bon, j'aime pas trop cette espèce de dilution de responsabilité. Mais bon, là encore, il est censé y avoir des redditions de comptes. Donc, j'attends de voir. Mais je pose quand même la question. Et ça m'amène ensuite vers un 4e point. Et Emmanuel va rebondir là-dessus. C'est qu'est-ce que je crains? En fait, je crains que déjà la centralisation des données qui est aux mains de l'État, en fait, fasse apparaître en fait une société de surveillance.
faut quand même rappeler que l'Allemagne a dit non, on ne centralisera pas les données parce que en fait, ça va briser la confiance de notre société vis-à-vis de notre gouvernement. Donc, on préfère les laisser à Apple et à Google parce que comme ça, on pourra tenter, si vous voulez, elles sont censées être transparentes, on pourra tenter, si vous voulez, grâce à des sanctions, grâce à des pressions, de savoir ce qu'on fait de nos données. Et donc, l'Allemagne n'a pas voulu de centraliser les données. C'est un signe quand même extrêmement fort. Et donc, je m'inquiète là-dessus, effectivement, sur l'émergence en fait d'une société de surveillance à la chinoise. Et puis, vous savez, c'est la fameuse société Big Brother, quoi. Où là, en fait, on vous dit vous avez plein de libertés. Non, ne vous inquiétez pas, on ne touche pas à votre liberté de choix. Enfin, permettez-moi, cela dit, quand même, d'orienter tous vos choix au nom d'une société que j'aurais standardisée. Voilà. Ensuite, dernier point, c'est faire de la technologie une solution à tous les défis. Donc là aussi, je m'inquiète un peu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne comprends pas l'intérêt de ces technologies. En fait, il suffisait. Pour moi, les masques suffisaient. Je vois pas parce que l'application, elle sait pas si vous pouvez mettre l'application, mais elle sait pas si votre voisin dans le bus porte un masque. Donc, en fait, tout est un peu biaisé. Et moi, ce que j'entends quand j'en parle autour de moi, c'est que les gens me disent, bon, en fait, cette application, elle est hyper anxiogène parce qu'elle va créer un climat de suspicion dans la société. Typiquement, moi, je ne mets pas l'application. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un opposant, en fait, au système parce que je veux pas… On est beaucoup, alors. On est beaucoup actuellement. Non, mais c'est une vraie question. Si je la mets pas, est-ce que je suis un opposant au système parce que Cédrico m'aura dit, vous le faites au nom de la santé publique, vous le faites au nom du risque sanitaire, et puis en fait, vous êtes un opposant au système, donc c'est à vous d'être responsable de tous les risques qui vont suivre. Je m'interroge aussi là-dessus. Voilà. Donc j'ai plein d'interrogations, j'ai trop d'interrogations de reste. Et c'est pour répondre à l'intervenant juste avant, c'est quand il y a trop d'interrogations, eh bien, à mon avis, on laisse l'application de côté. On aurait dû faire un débat plutôt apaisé, laisser le temps. Là, j'ai plutôt l'impression qu'on a un peu ouvert la boîte de Pandore et que les gens seront habitués à des applications. Et donc après, on pourra rajouter des fonctionnalités. Ah, ça coupe. On est contre… Isance, ça coupe. Oui, c'est bon. Hop, voilà. Ah ouais. C'est bon, écoutez, je vais vous couper pour rebondir. Juste avant de passer la parole à Emmanuel, j'ai vu qu'en plus Julien opinait du chef, mais vraiment en contradiction, mais tant mieux. Mais avant de passer la parole à Emmanuel, je voudrais, parmi nos invités, ou même ceux qui ne sont pas autour de la table ronde, entre guillemets, bien sûr, est-ce que quelqu'un peut expliquer techniquement les mots centralisé, non centralisé, anonymisation, pseudonymisation, pour bien comprendre comment cette application fonctionne justement, savoir, moi, si je l'installe sur mon téléphone, qu'est-ce qui se passe réellement, quelles sont les transactions qui sont faites, qu'est-ce qui est envoyé, qu'est-ce qui n'est pas envoyé, qu'est-ce qui est pseudonymisé, c'est-à-dire, est-ce que quelqu'un peut expliquer les choses clairement, facilement? Je sais que la vidéo, je vous ai envoyé quelques liens, l'expliquait plutôt pas mal, mais si quelqu'un voulait bien l'expliquer, est-ce que quelqu'un veut s'en charger? Allez-y, ne soyez pas timide. Moi, je peux parler de la centralisation, mais en un mot. En fait, c'est pas mon cœur d'expertise, et je peux l'expliquer en quelque sorte pour des profanes. Alors, si maintenant il y a parmi vous un expert du sujet, qu'il le dise tout de suite et qu'il me coupe la parole, et auquel cas je lui laisse la parile. Non, mais vas-y, voilà. Franck. En un mot, en fait, il y avait deux écoles. D'ailleurs, Issance l'a très bien dit, il y avait deux écoles. Il y a la première école qui est l'école dite française, en quelque sorte. C'est le protocole où en fait on a choisi une solution centralisée, et l'autre école, on choisit une solution qui est décentralisée. Alors quand on parle de ces deux mots, centralisé, décentralisé, de quoi est-ce qu'on parle? On parle en fait de où est-ce que vont aboutir toutes les données qui seront moulinées par l'application. Est-ce qu'elles vont aboutir dans un serveur unique
Donc, ça, c'est l'école dite donc centralisée. Voilà, on centralise toutes les données de toutes les applications Stop Covid qui circulent en France. Et ces données-là vont aboutir dans un serveur unique. Et ce serveur unique, bien entendu, qui est-ce qui a la main sur ce serveur? C'est l'État français. Ça, c'est la solution centralisée. Et à l'inverse, il y a une autre solution qui, elle, est la solution dite décentralisée. Et cette solution-là fait que toutes les données restent sur les téléphones, d'accord? Et ces données-là ne vont pas aboutir dans un référentiel, dans un point unique. Voilà, les données à ce moment-là, elles restent sur le téléphone. Et ça, c'est la solution décentralisée. Alors, au-delà de ça, encore une fois, je ne suis pas plus que ça un expert de ce type de problématiques techniques, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà des protocoles techniques, c'est vraiment un sujet qui est vraiment hautement politique. Ces deux termes entre centralisé et décentralisé, ce sont deux choix techniques qui, en fin de compte, sont des choix politiques qui vont après conduire tout le reste de l'application j'ai envie de dire, presque dans la philosophie de l'application. Qu'est-ce qu'on cherche à lui faire faire? Qu'est-ce qu'on ne cherche pas à lui faire faire? Quel respect on met à la privacy? En français, en bon français, privacy, Confidentialité. Confidentialité, oui. Il faut bien tenir compte, c'est qu'au-delà des termes techniques, ce sont des choix politiques derrière. Voilà. Mais pour le coup, il y a une autre question qui se pose, la question de anonyme ou pseudonyme. C'est quoi la différence? Pourquoi on arriverait, comme le disait Isance, à faire en sorte de recouper des données pour retrouver la personne qui potentiellement peut être infectée et montrer du doigt? C'est quand même très compliqué de pouvoir faire un recoupement de données. J'imagine que si effectivement on habite Paris, ça l'est encore plus parce qu'il y a beaucoup de monde et le croisement de données peut être plus compliqué. Mais si j'habite moi en race campagne, est-ce que c'est possible? C'est aussi une question que j'aimerais qu'on éclaire, si quelqu'un le veut. Un docteur en statistique. Non, mais Julien, vas-y, hein, il n'y a pas de souci, hein, tu peux dire comment ça marche. Quelle est la différence entre la pure anonymisation et la pseudonymisation? C'est difficile à dire, pseudonymisation. Anonyme, ça veut dire qu'on ne sait pas vous identifier, et pseudonyme, c'est exactement comme sur un forum où vous allez utiliser un pseudo et vous allez vous appeler JD du 37, voilà, qui là est un pseudo. En l'occurrence, pour Stop Covid, il y a un pseudo qui est attribué, donc un identifiant qui est attribué à chaque téléphone. D'accord. Mais comment est-il possible, comme le disait Isance, comment est-ce possible qu'on puisse, par recoupement de données, parce qu'évidemment ce sont des fichiers, pour le coup, Franck vient de nous l'expliquer, centralisés, comment est-ce possible qu'on puisse, par recoupement, retrouver quelqu'un? Je pense qu'il faudrait poser la question à un hacker qui va vous dire qu'en fonction de l'adresse IP, de l'adresse MAC, de je ne sais pas quoi, il va pouvoir récupérer des informations par ailleurs et pouvoir identifier qui vous êtes. Voilà. Oui, c'est une expérience qui a été faite. Si je peux juste en dire un mot là-dessus, notamment au moment où une personne serait déclarée positive, cette personne donc est déclarée positive, elle va donc avertir toutes les personnes qui ont été en contact avec elle. Ensuite, cette personne, elle va dans un centre de test, dans un hôpital. En fait, ce que l'on va faire, donc, c'est tout cet itinéraire, tout ce chemin peut être triangulé, recoupé. Et c'est à ce moment-là que par, en quelque sorte, rétro-engineering, on refait le film à l'envers, qu'on va en déduire que c'était bien cette personne, c'était Madame X, Monsieur Y, qui a été déclaré positif, qui a allé se faire tester, etc. C'est par recoupement en fait de tout ce faisceau d'indices, comme si on disait « Ah, je connais quelqu'un, il est grand, il est blond, il a des lunettes,
En fait, aucun des éléments pris isolément permet de reconnaître la personne, mais quand on fait toute la fiche signalétique, à ce moment-là, on se dit, ah bah oui, bien sûr, il s'agit de telle personne, etc. En fait, c'est ce principe-là dont il s'agit. Donc, ça nécessite du code, enfin, ça nécessite du travail informatique de recoupement. Mais ce que voulaient dire les personnes spécialistes de la cybersécurité, c'est qu'en fait, il semble que c'est possible pour quelqu'un qui s'en donnerait la peine. Ok, merci Voilà. Franck. Alors, justement, Comme c'est possible d'ailleurs de pirater, à mon avis, l'assurance maladie si on s'en donne la peine. voilà. J'ai entendu quelqu'un qui voulait prendre la parole. Non, c'est parce que je voulais juste sur Emmanuel, très bien. Sur l'histoire de la pseudonymisation. En fait, il ne faut pas être naïf. La pseudonymisation, effectivement, comme le disait très bien Julien, c'est comme quand on a un pseudonyme sur Internet. Et à partir de votre pseudonyme, on peut très bien remonter à qui est derrière l'ordinateur. Alors, on peut avoir une idée de qui a utilisé l'ordinateur. Il faudra décider si effectivement la personne qui l'utilisait était bien celle à laquelle on s'attendait. Mais quand on a un téléphone portable, votre pseudonyme, il est rattaché à votre téléphone portable. On est capable de savoir à qui appartient ce téléphone portable, à tout le moins. Et ensuite, Franck a complètement raison, par un certain nombre d'intersections d'informations qu'on va avoir, comme dans une enquête policière classique, eh bien, on va avoir un faisceau d'informations qui vont nous conduire à une personne spécifiquement. En anonymisation, il n'y a aucune information. Donc là, c'est très, très difficile. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de remonter à la source, mais ça veut dire que c'est très, très difficile. Et on l'a vu, par exemple, avec cette histoire des patients zéro pour le Covid. On a été capable, ce sont des anonymes. À la base, on ne sait pas qui c'est. On est quand même capable, dans un certain nombre de situations, de remonter à qui, alors avec d'autres moyens, pas nécessairement des moyens comme l'application de tracking, mais on est capable de remonter à qui était initialement le porteur qui a ensuite fait essaimer cette maladie. Donc, il faut savoir aussi que quand on utilise l'application Stop Covid sur un téléphone, ce n'est pas la seule application qu'on a sur son téléphone. À chaque fois qu'on se déplace, on est balisé, notre téléphone est balisé, il y a des émetteurs qui sont capables de nous localiser. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où je sais à qui appartient le téléphone, je suis capable aussi de savoir quel a été, par exemple, le cheminement du téléphone. Je suis capable de retracer toutes ces informations. Donc, c'est comme une enquête policière. Ce n'est pas forcément facile, j'en conviens, mais c'est complètement possible. Merci. Emmanuel, puisque vous avez la parole, le côté éthique maintenant qui nous intéresse en tant que citoyens, effectivement, on fait la part entre la liberté et la sécurité. C'est quelque chose d'important. On pèse le pour et le contre. Il y a quand même, je crois, à mettre en lumière, et c'est en train, puisque l'intelligence artificielle est en train vraiment de monter en puissance partout, des questions se posent au niveau européen, heureusement. Je vois quand même aux États-Unis, ils sont en train de se poser certaines questions sur l'IA, et ces questions ont vraiment trait, la plupart du temps, à l'éthique. Il y a une éthique, on a évidemment tous en tête Big Brother, mais pas seulement. On a les reportages qu'on voit de plus en plus à la télévision, heureusement, pour nous mettre en garde sur ce qui se passe en Chine, avec ce système de notation des citoyens qui permet ou pas de prendre le métro, l'avion, etc., de se déplacer, qui permet de classer les citoyens selon qu'ils sont bons ou mauvais, s'ils font les choses bien ou pas bien. Moi, c'est ce côté-là aussi qui m'intéresse dans cette discussion, ce côté éthique. Est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'émerger et d'avoir justement une force de plus en plus prégnante dans notre débat ou pas? Ou est-ce que Stop Covid va permettre justement de faire émerger cette question qui est fondamentale à mon sens? Alors, c'est une question qui est extrêmement complexe, bien évidemment, comme d'ailleurs tous les sujets qui sont traités ici. Ça dépend de ce que vous entendez par éthique ou de ce qu'on entend par éthique en règle générale. Moi, à ma connaissance, et au travers des travaux que j'ai pu faire ou qu'on fait avec l'Observatoire, l'éthique telle qu'on en parle à la télévision, telle qu'on en parle dans les médias en règle générale, ça n'est pas de l'éthique. C'est-à-dire que finalement, c'est simplement l'opinion, le sentiment de l'avis de ce qu'on appelle du bon sens des fois. Il y a aussi un mélange entre les décisions politiques, l'intérêt politique, le côté juridique. Bref, si on fait vraiment de l'éthique, il faut faire de la philosophie. Ça veut dire qu'il faut revenir à quelque chose qui n'est pas forcément super sexy pour tout le monde. Il faut revenir à Emmanuel Kant, il faut revenir à Aristote, il faut revenir à Stuart Mill, il faut revenir à tout un tas de philosophes qui ont développé les trois grandes théories de l'éthique. Et auquel cas, il faudrait, c'est ce qu'on a fait dans la note que nous, on a éditée avec Isance, on a essayé de la passer au crible des trois grandes théories éthiques, on a essayé de passer cette application au crible. Mais ça, globalement, je vais vous dire,
je suis convaincu que ça intéresse personne. Tout le monde se fout éperdument de savoir ce qu'Emmanuel Kant penserait de Stop Covid. Sauf que c'est ça l'éthique. L'éthique, c'est ça, c'est de savoir comment Emmanuel Kant se positionne pour créer le concept de déontologie, que veut dire le concept de déontologie et comment ce concept de déontologie, on peut l'appliquer spécifiquement à une application telle que Stop Covid ou n'importe quelle autre application. Donc la plupart du temps, ce qu'on entend sont des commentateurs qui ne sont pas des philosophes, qui n'ont aucune notion d'éthique, mais qui font ce que moi j'appelle de la cosmétique, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'éthique comme un argument de marketing. Et à partir du moment où je vous ai dit ma solution, mon produit est éthique, ben, je me donne une légitimité. Si je suis un acteur légitime, alors il faudrait aussi verser dans la sociologie avec la légitimité de l'autorité. Si je suis un acteur légitime, vous allez me faire confiance, vous allez dire, OK, il sait de quoi il parle, bon, bah, très bien, si c'est éthique, je peux lui faire confiance. Et vous allez y aller. Sauf que la plupart du temps, ce qu'on entend, ce ne sont pas des avis de spécialistes. Il n'y a personne qui s'amuse à aller lire une analyse kantienne de Stop Covid ou une analyse aristotélicienne. Alors que c'est ça le fond du sujet. C'est quelles sont ces trois grandes théories, qu'est-ce qu'elles nous disent et comment on les applique. Et ça, c'est un vrai problème. Si on revient par exemple à la Chine, ça c'est un sujet qui est super intéressant et qui est vraiment, vraiment central. Là aussi, et ça prouve notre méconnaissance de la question éthique, c'est qu'on considère que c'est éthiquement inacceptable de faire ce que la Chine fait. Sauf que quand vous discutez avec les Chinois, c'est complètement éthique. Pourquoi ? Parce que le confucianisme n'a pas des bases éthiques qui sont communes avec le kantisme ou avec, par exemple, le conséquentialisme ou l'éthique de la vertu. C'est-à-dire quand vous discutez avec la grande majorité des Chinois, ils ne voient aucun problème. Le confucianisme impose l'obéissance, impose un certain nombre de règles de respect vis-à-vis de l'autorité. Donc le Chinois à qui le gouvernement dit « je mets en place cette application, c'est pour le bien collectif », va l'accepter telle qu'elle. Il y a une confiance, on va dire, une confiance inconditionnée à l'égard des autorités politiques. Alors vous entendez évidemment dans les médias français des dissidents qui, eux, ont fait leurs études à l'étranger, qui ont une vision différente, qui ont acquis des perspectives un petit peu différentes et qui, évidemment, vont critiquer ce système. Mais vous n'entendez qu'eux. On entend rarement un grand reportage sur la population chinoise qui va vous dire… Alors, il y a des articles, un certain nombre de papiers. Moi, je discutais aussi avec tout un tas de gens qui vivent en Chine, qui vont vous dire… Oui, écoutez, si ça permet de vivre de manière harmonieuse, si ça permet de limiter effectivement, par exemple, les problèmes de santé, si ça permet de limiter la criminalité, si ça permet d'assurer la sécurité, écoutez, j'ai aucun problème avec ça. Donc ça ne pose un problème qu'à nous, les Occidentaux, qui voyons le problème chinois au travers du prisme éthique occidental. Donc là aussi, il faut de temps en temps relativiser un peu nos prises de position. Et sur la Chine, quelque chose de très intéressant, alors je ne sais plus du tout le nom du monsieur qui a développé cette idée de crédit social, mais la chose intéressante, c'est qu'il s'appuie sur un exemple, et il s'appuie en fait sur un exemple qui est typiquement occidental, qui est l'évaluation par les assureurs de la conduite des Américains. Alors moi, en vivant au Canada, j'ai eu ça au tout début. Les assurances coûtent très très cher, surtout ici en Ontario. Mais on vous met un petit mouchard et on vous dit, voilà, pendant 6 mois, on va évaluer votre capacité à conduire. Est-ce que vous freinez bien ? Est-ce que vous roulez trop vite ? Est-ce que… Et puis, en fonction du résultat de ce petit mouchard, vous avez un rapport qui est rendu. Et en fonction de ce rapport, on va augmenter votre cotisation, on va baisser votre cotisation. Et c'est à partir de ce système-là qui a été mis d'abord en place aux États-Unis, puis au Canada, puis qui essaime un petit peu partout, que ce monsieur, dont les noms m'échappent, en Chine, a dit, voilà, c'est génial, parce qu'en fait, regardez ces pays ce qu'ils font, ils régulent le comportement de leurs citoyens en contrôlant ce qu'ils font, et donc en attribuant des sanctions positives ou négatives. Et bien, on va faire pareil avec la société chinoise. Et quand vous écoutez ce monsieur vous expliquer ça, ce qui est intéressant, c'est que lui, il estime que la société occidentale est une société qui est extrêmement développée. Et en fait, il la prend pour exemple en disant, regardez, ça fonctionne comme ça parce qu'il y a ce système. Donc, ça veut dire que finalement, on n'est pas si loin des Chinois. Et quand on met Stop Covid, évidemment, on n'en est pas au niveau de ce qu'on connaît en Chine sur la reconnaissance faciale, sur la notation sociale. Mais mon inquiétude, c'est surtout qu'en fait, c'est un pied dans la porte. C'est-à-dire, comme disait tout à l'heure Isance, c'est une boîte de Pandore qu'on ouvre. C'est-à-dire qu'on fait un premier compromis sur nos libertés. Et on fait un premier compromis, et de ce que je vois, et je veux insulter personne, de ce que je vois, on est tous des ignorants. C'est-à-dire que globalement, on est supposé donner notre consentement éclairé, mais finalement, on ne sait pas vraiment ce que c'est que l'anonymisation, la pseudonymisation, le centralisé, le pas centralisé, l'éthique, on ne sait pas du tout ce que c'est. Donc, en fait, on donne notre consentement de manière un petit peu, on va dire, vaseuse, un petit peu aléatoire. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on fait des compromis sur nos libertés fondamentales, et en particulier le droit à la liberté, à la vie privée, du respect de nos informations privées. Et je me pose la question de quel va être le prochain compromis. Effectivement, moi, admettons demain, il y a une nouvelle vague d'attentats.
Qui me dit que le gouvernement, pour des raisons de sécurité nationale, ne va pas dire tiens, on a stop Covid, peut-être qu'on peut identifier un certain nombre de choses qui se sont passées et remonter. Et encore une fois, on est en pseudonymisation, ce qui veut dire qu'on peut remonter à la source, même si c'est compliqué. Pour des raisons de sécurité nationale, c'est complètement possible. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Puis si on accepte Stop Covid, qu'est-ce qu'on va accepter la prochaine fois? Pour quelles raisons? Pour quel type de sécurité? Est-ce qu'on va tracer les gens pour savoir s'ils ont des activités terroristes, s'ils vont à la mosquée? Je veux dire, il y a un moment, puis on va tomber évidemment plus dans ces espèces d'a priori un peu particuliers qui font qu'on va labelliser des gens en fonction de leurs pratiques religieuses, en fonction de leurs croyances, en fonction de tout un tas de choses. Donc pour moi, l'inquiétude fondamentale sur l'éthique, chacun fait ce qu'il veut, et Julien a complètement raison, c'est une question de choix personnel, hein. On prend l'application, on ne la prend pas, moi je n'ai pas à juger de ça personnellement, mais en tout cas, moi ce que je peux dire, c'est que mon inquiétude, c'est que un petit compromis, plus un petit compromis, plus un petit compromis, eh ben, à la fin, on se retrouve avec d'énormes compromis qui ont des conséquences phénoménales sur nos libertés fondamentales. C'est Stop Covid, c'est les caméras à Paris ou à Nice, c'est l'utilisation des drones pour surveiller la population et le respect soit du confinement, soit de la distanciation sociale. Bref, c'est ce que disait Yvance, c'est une espèce de société de la surveillance. Alors, on ne veut pas le dire parce que pour nous, occidentaux, ça nous ramène à ce qu'on critique en règle générale, c'est-à-dire les systèmes autoritaires, comme la Chine ou comme la Corée du Nord. Mais même si on n'en est pas à ce niveau-là, il faut être très clair là-dessus, on s'y achemine en faisant des petits compromis. Voilà, ça c'est mon inquiétude principale. Merci Emmanuel, très clair, très, très pertinent. Bon, Frédéric, c'est à vous. Je sais qu'en plus, en tant que psychologue, j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à nous dire. Frédéric, pour vous dire, pour rééquilibrer aussi un peu le débat, qu'on n'ait pas l'impression comme ça qu'il y a vraiment beaucoup plus de contre que de pour, est plutôt favorable à l'application Stop Covid. On en a un petit peu parlé. Donc voilà, pour éclairer le débat de l'autre versant. Ouais, je crois que j'ai plutôt envie de prendre une posture de citoyen. Oui, mais comme nous tous ici. Comme nous tous ici. Je mets de côté l'entreprise et il y a vraiment des sujets que j'entends qui sont passionnants et sur lesquels je vais rejoindre sur des tas de choses. Madame de France, par exemple, parlait de la dilution de la responsabilité. C'est un vrai phénomène que j'observe et qui m'agace profondément. Effectivement, le sens des responsabilités est quelque chose qui est fuyant, etc. Mais je ne l'appliquerai pas de la même façon. Il y a plein de choses sur lesquelles je suis d'accord. Sur le fond, la technologie n'est pas une solution à tout. Oui, c'est un début de pied dans la porte, etc. Mais c'est vrai que je garde ça, mais je l'interprète moi différemment. La technologie n'est pas une solution à tous les défis, évidemment. Mais quand elle peut aider et que ça a du sens, moi, je trouve ça bien. Et il ne faut pas renier le progrès ou la technologie. Parfois, ça a une utilité. Technologie dans les opérations du cerveau, c'est absolument phénoménal. Maintenant, on n'est même plus obligé de percer le crâne pour opérer à l'intérieur. Il y a des technologies qui sont phénoménales et absolument géniales. Donc, il faut aussi savoir apprendre. Il faut que l'humain apprenne à vivre avec tout ça aussi et ses évolutions. Je crois que le Pax, c'était un premier pas dans la porte pour le mariage homosexuel, etc. Je crois qu'il ne faut pas… moi, je suis plutôt un progressiste dans l'âme, donc je crois qu'il faut savoir aussi, avec résilience, accepter les progrès, les évolutions. C'est un pas vers la porte vers quoi? Ce n'est pas forcément vers une fatalité inéluctable et des choses catastrophiques. Je crois que ça peut aussi nous amener à des grandes choses. J'ai aussi suffisamment confiance en l'humain pour me dire que oui, parfois on va trop loin, mais systématiquement, l'homme revient en arrière après. Et si je prends à titre d'exemple, on est vraiment dans une spéculation, mais je vais vous parler de ce que je connais bien, c'est mon marché aujourd'hui. Dans la formation, il y avait la formation présentielle, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros en France, c'est un énorme chantier. Et le digital learning, la digitalisation de la formation de la compétence qui progressait gentiment. Là, évidemment, on a une grosse accélération parce qu'on ne peut plus se retrouver à 10, à 20, donc on digitalise. Alors, il y a Zoom, tous les outils, etc. Mais voilà, le serious game, e-learning, la réalité virtuelle, on va tout digitaliser. Donc, moi, évidemment, aujourd'hui, finalement, malgré la crise, je vais passer une bonne année 2020 pour mes affaires. Par contre, je suis convaincu de quelque chose, c'est que du coup, on va avoir une surdigitalisation et une mauvaise digitalisation, et trop rapide, etc. Et je suis convaincu qu'à partir de 2021, on va avoir qu'une envie, c'est de reconstruire et rebâtir des formations présentielles très fortes. Et on a une espèce de vague qui est montante, mais on va avoir un courant descendant sur la formation en digital.
Et je crois qu'il y a toujours, on va trop, un peu comme ces coupes de la live curve dans les tendances, etc. La réalité virtuelle, ça va changer le monde, etc. Ou l'intelligence artificielle, etc. Ça existait depuis très longtemps, mais hop, ça fait un up, on n'entend que ça, puis après, ben, ça retombe, et après, ça se construit plus intelligemment. Et c'est vrai que peut-être que ça va trop loin. Moi, en tant que citoyen, je ne vois pas de problème. Le gouvernement me dit il y a des gestes barrières, il y a une application. Les gestes barrières, tu dois les respecter. L'application, tu fais comme tu veux. Moi, je trouve ça très bien. L'application, je la trouve simple, intuitive. Et je suis convaincu que Emmanuel Macron se fout complètement de savoir si je suis à droite, à gauche, chez Monoprix ou Intermarché. Donc, ça ne me dérange pas. Bon, mais ça, je comprends tout à fait que ça puisse déranger. Et je respecte tout à fait. Moi, ça ne me dérange pas du tout qu'on puisse savoir où je suis parce que je suis sur LinkedIn, parce que j'ai des tas d'applications comme Google Maps ou les pages jaunes, etc., qui me géolocalisent en permanence, ou des applications même de jeux qui récupèrent des données dont je ne vois pas quelle utilité peuvent en avoir, même les journaux. Et donc, ça ne me dérange pas. Moi, je n'ai rien à cacher, etc. Et je Oh là sais là. intéressant des débats, mais j'arrête. Non, D'accord. non, 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 Frédéric, je disais oh là là, je n'ai rien à cacher, ça me fait penser à ce film, ce documentaire, Non, rien, je ne dis pas Nothing que… to Hide, Non, non, qui est non. vraiment. Merci de me reprendre. Je ne dis pas que les gens qui ne veulent pas ont des trucs à cacher. Enfin, moi, je ne suis pas quelqu'un de pudique, tout simplement, euh, au sens spirituel du terme. Euh, N'en déduisez pas des lieux de vacances. Euh, voilà, ça ne me dérange pas. Je suis très transparent comme garçon. Voilà, c'est tout. Et vraiment, ça ne me dérange pas de dire, voilà, voilà. Mais je respecte tout à fait que non, on n'a pas envie de donner ces informations-là. Mais voilà, du coup. Enfin, ce qui m'a interpellé vraiment sur ce que j'ai trouvé la mise à mort du poste de Julien, enfin l'effervescence de ce qui s'est passé, c'est que je trouvais qu'il y avait parfois peu de raisonnement, parfois peu de fond, et qu'on était plutôt dans l'expression d'un espèce de autorité bashing sans réfléchir. Et ce que je trouve intéressant dans les intervenants, même si je ne partage vraiment pas les avis de tout le monde, c'est que on essaye de comprendre, on exprime ses convictions sans jugement de pauvre con Julien. Voilà. Et donc dans le respect, et ça c'est vraiment très important. Merci Frédéric, je suis entièrement d'accord. J'étais moi-même choqué par cette espèce de déferlante sur quelque chose qui, pour le coup, devait faire débat, mais pas de cette façon-là. Donc, je suis très heureux que ce soir, ça se passe de la meilleure des façons. Franck, est-ce que tu veux prendre la parole? Pardon, oui, peut-être à la fin, il reste un… Non, tout le monde est intervenu, donc c'est pour ça. Il y avait Agnès Bauchet qui devait intervenir, mais qui n'a pas pu être présente ce soir. Dommage, elle est spécialiste en cybersécurité, donc c'est pour ça que je te propose la parole. Alors, moi je me suis intéressé à la question Stop Covid, d'une part par l'aspect technique, qui est intéressant. Voilà, c'est un point d'intérêt technique, un objet technique, un objectif technique intéressant. Ensuite, comme l'a dit très bien Issance, Emmanuel et les autres intervenants, Frédéric et Julien, il y a un aspect citoyen aussi. Forcément, on s'intéresse à la question, et une fois qu'on s'intéresse à la question, c'est un objet assez polarisant. De ce que je remarque, en fait, il y a peu de gens finalement qui sont dans une zone neutre. On est neutre un peu au début parce qu'on ne comprend pas trop de quoi il s'agit, et puis après on bascule dans un camp ou dans un autre. Donc tout ça fait qu'effectivement il s'agit d'un sujet qui est extrêmement intéressant. Donc, j'avais écrit un post sur Medium de façon à exprimer mon avis, d'accord, mais c'est un avis qui m'est personnel et qui finalement n'engage que moi. Au début où je me suis intéressé à ce sujet, en fait, pour refaire l'histoire en quelque sorte, mon storytelling personnel de Stop Covid, en fait, au début, j'étais plutôt pour. Et plus j'ai creusé, plus j'ai tiré la pelote de laine, et plus je suis devenu contre.
Et maintenant, je suis vraiment contre je ne sais pas si on peut émettre un pourcentage, un rating, un nombre d'étoiles. Il oscillerait entre 9 étoiles sur 10, à peu près dans cette zone-là, quoi. Voilà, donc je suis contre. Pourquoi je suis devenu contre? En fait, je suis devenu contre ce qui m'a pour plusieurs raisons. En fait, il y a plusieurs volets. Si je reviens en fait au début, si l'on peut dire, ce qui a monopolisé, ce qui a légitimisé, ce qui a initié en fait ce mouvement de contact tracing, c'est notamment des études des épidémiologistes, c'est difficile à dire, qui considèrent que pour couper une épidémie, il faut pouvoir faire plusieurs choses. Et notamment, ces choses, ces points centraux, en fait, c'est il faut pouvoir tester, il faut pouvoir isoler et il faut pouvoir tracer. Voilà, tester, isoler et tracer. Ça forme un tout cohérent, ça forme une politique, un début de politique sanitaire, et ça forme un objectif politique qui doit être l'objectif politique de nos gouvernants. D'accord? Donc, ce sont ces 3 points-là. Mais ces 3 points-là, pour que donc, cette politique soit efficace, il faut que tous les points soient présents. Donc, j'ai dit tester, isoler et tracer. D'accord? Donc, si ensuite, on s'amuse à prendre tous les points, tous ces éléments, on va les prendre les uns après les autres. Donc, encore une fois, hein, j'y vais avec ma vision naïve. Je ne suis pas du tout épidémiologiste. Peut-être que je dis finalement des énormités, etc. Mais j'ai vraiment creusé, j'ai pris vraiment de longues heures pour m'intéresser à cette question. Donc, de ce que je remarque, de ce que je retiens, c'est que le premier point, qui est le point de tester, malheureusement, l'industrie, la biologie moléculaire en France, toute cette industrie de tests qui existait, en fait, a été, on va dire, mise à mal ces dernières années, ce qui fait que le premier volet de cette stratégie sanitaire, d'accord, le premier volet qui consiste à tester, eh ben, malheureusement, on n'a pas pu le faire. Voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, le volet isolé, on n'y est pas encore, enfin, on a eu bien entendu le confinement, mais quand on dit isolé, il s'agit d'isoler les malades, les isoler dans un point de vue, dans une optique sécuritaire, dans une optique, j'ai envie de dire, autoritaire, où on va vous dire, vous êtes déclaré malade, donc je vous isole un peu à l'issue de mon plein gré, si j'ai envie de dire. Ça, c'est le point où on isole de façon à ce que cette politique soit efficace. Ça, c'était le deuxième volet de la stratégie. Et ensuite, on arrive au contact tracing, donc l'objet de ce soir. Et là, il s'agit de tracer. D'accord? Donc, il faut vraiment, en tout cas, faire ces 3 éléments, ces 3 points, ces points-là, de façon à ce que la politique soit efficace. En ce qui concerne le traçage, et donc on arrive au cœur du sujet, le contact tracing, en ce qui concerne le traçage, il faut plusieurs choses pour que ce soit d'une part acceptable et d'autre part efficace. Ça, je veux dire, c'est le B.A.-ba. Il faut que l'objet, l'application en question soit acceptable et efficace. Alors, en ce qui concerne l'acceptabilité, je ne vais pas trop revenir parce que Issance, Emmanuel et les autres intervenants, ils ont bien décrit quels étaient les points granuleux, j'ai envie de dire. Alors maintenant, en ce qui concerne l'efficacité, les points techniques, ceux qui n'ont pas encore été abordés, je pourrais dire quelques mots, en fait, notamment sur la solution qui a été adoptée, qui était la solution dite du Bluetooth. C'est-à-dire, le point central de Stop Covid, il part du postulat que la mesure du risque est égale ou en quelque sorte peut être approximée par une mesure de distance. Voilà, en quelque sorte, risque est égal à distance ou distance est égale à risque. Voilà. Donc, si ce postulat était vrai,
on aurait envie de dire, waouh, super, on a trouvé une sorte d'équation magique et hyper simple, hein, distance. Bien entendu, quand je dis distance, je parle de distance entre deux individus, hein. Si distance est égale à risque, et si la simple fait de mesurer la distance permettait d'évaluer les risques, on serait tous en quelque sorte pour Stop Covid. Malheureusement, cette mesure de distance, en fait, elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante pour plein de raisons. Non seulement elle n'est pas suffisante, mais en plus, elle n'est pas efficace. Alors, je pourrais commencer par le terme de traiter l'efficacité. Donc, on mesure la distance entre deux individus grâce au Bluetooth. Malheureusement, les signaux Bluetooth, ils sont fluctuants en termes de puissance. En plus de ça, le Bluetooth, il y a des fois où ça coupe, d'autres fois où ça ne marche pas très bien. Bref, le Bluetooth, ce n'est pas quelque chose qui est linéaire et tout à fait constant et toujours efficace. Donc, là où je veux en venir, c'est que si on veut mesurer un risque par la distance, mais que l'objet qui mesure la distance, c'est-à-dire les ondes Bluetooth, ne sont pas efficaces, déjà dès le départ, il y a un problème. En plus de ça, le Bluetooth, la mesure de la distance sur le téléphone mobile, via le Bluetooth, c'est sensible au contexte. Ça, c'est très gênant. Les experts techniques, ils vous expliquent en fait que selon que votre téléphone est dans votre poche, dans votre sac, ou alors que vous l'avez à la main, eh ben, ce ne sera pas du tout la même chose. Le résultat ne sera pas le même. Donc, je suis en train de dire que selon le contexte, si c'est une dame ou si c'est je sais pas, un ado qui a son téléphone dans son sac à dos, eh ben, la mesure de la distance sera en quelque sorte perturbée par ce contexte. Donc là aussi, effectivement, c'est très gênant. En plus de ça, les ondes Bluetooth, le Bluetooth est sensible non seulement au contexte, donc comment est-ce que le téléphone est pris, mais c'est aussi sensible à l'environnement. Est-ce qu'il y a des murs? S'il y a des murs, quelle est la nature de ces murs? Est-ce qu'on se place dans un endroit qui est confiné? Est-ce qu'on se place, je ne sais pas, au plein milieu de la forêt de Fontainebleau, etc. Donc vous voyez, il y a plein de facteurs extérieurs qui vont petit à petit, en quelque sorte, dégrader cette fameuse mesure de distance, parce qu'encore une fois, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui permet d'estimer le risque. Donc, on pourrait après parler, il y a plein d'autres facteurs, hein, voilà, les experts du Bluetooth en parleraient mieux que moi, mais il y a plein de facteurs qui font, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que cette mesure, le chiffre magique qu'on aurait envie de dire, eh ben, cette mesure de risque, en fait, finalement, elle est fluctuante, elle n'est pas du tout précise. En plus de ça, je crois que c'est Isance qui l'a mentionné, le problème de tout ça, c'est que si on continue à dérouler l'aspect contextuel de l'utilisation de Stop Covid, ça veut dire, le problème, c'est que Stop Covid ne pourra pas, en quelque sorte, prendre tout le contexte riche des interactions sociales. Je m'explique. Une caissière qui utilise Stop Covid et qui a mis Stop Covid sur son téléphone, cette caissière du supermarché, elle est en contact potentiellement toute la journée avec des gens qui sont donc aussi potentiellement atteints, d'accord, par le Covid. Pourquoi? Parce qu'elle rencontre plein de gens, elle parle à plein de gens, etc. Et sa caisse, tout le monde va au supermarché tous les jours. Vous voyez grosso modo la distance qu'il y a entre la caissière et puis le client. C'est une distance qui parfois est assez proche. Sauf que Stop Covid, ce qu'il ne verra pas, c'est que maintenant, les caissières, elles ont souvent, maintenant, elles ont des visières, elles ont un écran en plexiglas, enfin bref, elles se sont protégées. Ces pauvres caissières, je veux dire, le métier difficile qu'elles font, elles se sont protégées comme elles ont pu. Elles sont à une distance réduite, mais en tout cas, elles sont protégées. Et ça, en tout cas, ce n'est pas Stop Covid qui va pouvoir le dire. Donc, encore une fois, Stop Covid, il va buter sur le contexte. Il va buter sur le contexte. Et donc, puis j'en terminerai par là. Je ne veux pas non plus trop longtemps monopoliser la parole. Mais donc, là où je veux en terminer, ce sont les fameux faux positifs. Faux positif, c'est un terme un peu, qui est un peu ennuyeux. On se dit, mais de quoi il parle, faux positif? Mais par contre, si on dit fausse alarme, c'est plus parlant, hein.
Fausse alarme, c'est l'alarme du scooter qui sonne à 3 heures du mat, alors que le pauvre scooter, il n'est pas en train de se faire voler. Et donc, le problème de Stop Covid, ce seront ces fausses alarmes qui vont être émerger comme ça, comme des bulles de champagne. Il va remonter plein de fausses alarmes. Et malheureusement, ceux qui vont remonter le plus de fausses alarmes, ce seront les personnes qui sont en quelque sorte, on en a énormément parlé pendant la crise, les sociologues, les philosophes, etc. Ils ont bien nommé toutes ces personnes. Ce sont ceux qui sont la logistique commerciale, la logistique sanitaire, c'est-à-dire les gens qui bossent, vous voyez tout à fait le genre de métier que je suis en train de citer, d'accord? Et eux, en fait, ils vont faire remonter plein de fausses alarmes. Et en quelque sorte, j'ai envie de dire, malheureusement pour eux, ce sera presque une forme de discrimination supplémentaire. C'est presque le double effet qui se coule pour eux. Non seulement je suis livreur Deliveroo, je me tape des colis, je suis sur mon vélo, je dois livrer un pot de Häagen-Dazs à un cadre sup qui se trouve, je dois lui livrer son pot de Häagen-Dazs. Mais en plus de ça, il y a Stop Covid qui va me dire que je suis potentiellement positif. Enfin, vous voyez, je le dis sur un côté un peu humoristique. Mais quelle est la différence avec tous ces l'équipe éléments mis bout à bout, tracing? et en fait, je pourrais en parler encore longtemps, ça fait que on est quand même assez, je ne sais pas quel terme utiliser, circonspect, ou je ne sais plus comment on dit. Voilà. Franck, remets ton casque parce que Julien veut te poser une question. Ah oui, pardon. Oui, excuse-moi, j'ai une question, mais du coup, quelle est la différence avec l'équipe de tracing humaine? Parce qu'elle agit de la même façon. Justement, en fait, le terme comment dire, central, c'est contexte. L'enquêteur humain, il va être sensible à tout le contexte que j'ai essayé d'évoquer rapidement. La caissière qui porte la visière, il va noter le traceur humain, il va dire ah oui, ok, elle a Donc, été d'après peut-être toi, en les contact, mais équipes de etc. tracing, elles Le n'isolent pas? contexte. Alors que Stop Covid, il mesure une distance, c'est tout. Oui, mais là, aujourd'hui, les équipes de tracing qui ont affaire à un Covid-19, quand ils remontent la chaîne et qu'effectivement, je suis allé à l'épicerie, je me suis fait livrer, etc., ils vont dire bon, toi, on t'isole pas, toi, on t'isole. Alors, toi, tu le portais avec la personne que tu as croisée à ce moment-là, elle avait un masque. Bon, on t'isole pas. Alors, c'est a priori, il n'y a pas eu de contact. C'est ce qu'ils font aujourd'hui? Il y a quelque chose qui était très bien dit dans la vidéo du Monde, c'est qu'effectivement, la qualité de Stop Covid, c'est qu'elle a beaucoup de mémoire. Elle a une mémoire infaillible même. C'est-à-dire que si vous avez croisé quelqu'un, elle va s'en souvenir 7 jours après, 10 jours après, 15 jours après. La question, c'est ça. Les personnes qui effectivement sont censées faire ce travail-là auront beaucoup moins cette capacité de mémorisation. Et même si on a croisé une caissière, mais si on ne se souvient plus, puis il y a quelqu'un qui fait remarquer qu'une caissière n'est pas censée avoir son téléphone au travail, mais enfin, quand bien même, si elle l'a, je ne suis pas sûr qu'on se rappellera qu'on a croisé la caissière justement à son poste de travail avec une vitre. Mais pour en revenir, et puis peut-être pour clore les débats, parce que voilà, la durée est limitée, après je sais que les gens décrochent, je vais vous poser une question à toutes et à tous, à moins que vous souhaitiez revenir quand même sur des choses qui ont été dites. Puis une dernière question pour conclure. Est-ce que vous avez, puisque vous êtes des gens convaincus, est-ce que vous avez réussi à convaincre autour de vous d'autres personnes d'installer ou de ne pas installer? Julien, par exemple. Oui, j'espère que oui. Non, parce qu'il y a effectivement plein d'arguments que j'entends, et je pense que cette notion de balance, elle est effectivement très importante. Moi, quand on me parle de risque de perte de liberté, moi, ce que j'ai constaté, c'est que j'ai perdu mes libertés pendant le confinement, et que ça pourrait se reproduire, que ce soit dans 6 mois ou dans 6 ans. C'est pour ça que l'argument aussi de l'application qui arrive trop tard, moi, je pense qu'il est jamais trop tard pour essayer de faire quelque chose, et a fortiori, si ça peut être utile plus tard, c'est comme ça qu'on expérimente.
D'ailleurs, personne ne l'a Comme ça dit. que j'ai entrepris dans ma vie, hein, c'est en expérimentant des choses et puis des fois en me plantant et puis des fois ça a marché. Oui, pardon, excuse-moi Julien. Isance, vous ne l'avez pas dit non plus, personne ne l'a dit, mais il me semble quand même avoir entendu que l'application serait arrêtée au bout de 6 mois. Ouais. Vous confirmez, Ouais, hein, ouais. c'est ça. C'est-à-dire Oui, oui. qu'elle n'est pas, elle n'est pas parce qu'il y a quand même l'argument avancé qui est l'argument massu. On va grignoter un peu de nos libertés et remettre des surcouches sur cette application pour faire en sorte d'un peu. Mais au bout de 6 mois, normalement, elle doit disparaître de nos magasins. Ouais. Ouais, Le mot l'appli- important, pardon, le mot important, juste disant, c'est normalement. Oui, oui. J'allais Ouais. dire la même chose. Bah, ça aussi pour moi c'est des. C'est comme Vigipirate, hein. Vigipirate 1995. Hein. Tous les arguments qui sont à C'était base 2 mois. qui commencent par si, en fait, moi j'ai du mal à les entendre. Voilà. Et si ça, 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 Mais et si on refaisait le monde, Julien, si je peux me permettre, Julien, c'est en fait ça moi, commence mal. non. Moi, pour répondre déjà, pour répondre à Jean-Michel, je dirais que moi, je n'estime pas avoir à convaincre qui que ce soit. Je suis d'accord avec Julien sur le fait que c'est un choix personnel. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Moi, je n'ai pas à convaincre. On peut débattre, on peut ne pas être d'accord. Je ne suis pas d'accord avec Julien, mais peu importe. Julien se fout de savoir quel est mon avis. Et globalement, je me fous de savoir. Non, en fait, non, je Non, m'en mais je fous veux dire, pas. dans l'absolu, ça n'a pas changé mon existence. Dans l'absolu, ça n'a pas changé mon existence. Maintenant, moi, ce que je voudrais dire à Julien ou à Frédéric quand j'entends vos discours, et attention, c'est pas du tout de ma part un jugement de valeur, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais j'entends surtout le moi qui suis entrepreneur, moi qui suis fipi, moi j'ai pas peur, puis parce que moi c'est pas moi, c'est pas Julien, c'est pas Frédéric, c'est pas Emmanuel, c'est pas Isance et c'est pas Franck la question. La question c'est si je multiplie ce que moi je fais à l'ensemble de la population, quelle est la conséquence sur la population? C'est là où on revient, je ne vais pas rentrer dans la métaphysique des mœurs d'Emmanuel Kant, mais quand on accepte une norme morale, elle doit passer ce qu'on appelle un test d'universalisation. Ce n'est pas à l'aune de ce que je pense et de la personne que je suis que je dois mesurer ça, c'est à l'aune des conséquences potentielles sur l'ensemble de la société dans laquelle je vis. Alors moi, j'entends par exemple que Frédéric dise, moi voilà, j'aurais tendance à vous dire la même chose quand il a été question d'avoir des caméras, moi je n'ai rien à cacher. Ok, mais moi j'ai rien à cacher, tout le monde s'en fout. Moi, la question, c'est est-ce que la majorité des gens partagent cette opinion? Si la majorité des gens ne partagent pas cette opinion, mon opinion devient minoritaire et je comprends que dans une démocratie républicaine, eh bien, soit la majorité qui décide. Si Julien me dit, écoutez, moi, je n'accepte pas cet argument, je comprends, je n'ai pas de souci avec ça, mais la question, c'est de me dire, si tout le monde fait comme Julien, quelle va être la conséquence? Alors, j'en sais rien dans l'absolu. En tout cas, donc moi, je fais mes petites hypothèses, vous faites vos petites hypothèses, chacun fait ses petites hypothèses. Et à partir de là, je me dis, d'un point de vue éthique, est-ce que c'est quelque chose d'acceptable? Et juste, je veux revenir sur un point que vous avez souligné, qui a été souligné peut-être aussi par Frédéric, c'est la question de l'utilité. À ma connaissance, sauf erreur de ma part, il n'y a aucune preuve de l'utilité et de l'efficacité de cette application. Tous les pays qui ont déployé cette application, on vient de démontrer, notamment Singapour, déjà parce qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui se connectent, et puis ensuite parce qu'il y a tout un tas de biais, Franck en a souligné certains, mais il y en a tout un tas d'autres. Hein. Le fait, par exemple, que tout le monde ne soit pas équipé de téléphonie mobile, le fait que la téléphonie mobile ne soit pas non plus aisée à utiliser pour certaines catégories de population, les plus âgés, que ce ne soit pas possible pour les enfants, le fait que tout le monde ne se balade pas avec son téléphone portable dans la poche, enfin, bref, tout un tas d'éléments qui font que ça remet en question. Et puis quelque chose d'utile, et là je reviens encore à la philosophie, sur cette question de la proportionnalité. Je serais d'accord avec vous si on me disait, regardez, les éléments dont on dispose aujourd'hui, et c'est la question de l'information, de la communication, les éléments dont on dispose aujourd'hui prouvent que ça va être efficace, c'est-à-dire que le bien qu'on va retirer de cette application est supérieur au mal que cette application peut faire en termes de violation de liberté. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. À l'heure actuelle, ce qu'on nous demande, si je fais vraiment quelque chose de très basique et très contestable, 0,24% de la population a été confirmée comme touchée par le coronavirus, 0,24%, c'est-à-dire qu'on a 99, quasiment 8 personnes qui n'ont pas été touchées. Même si on prend l'Institut Pasteur, ce n'est pas plus de 5% de la population. D'accord ? Et on demande à ces 5% grand maximum de la population d'accepter d'avoir une technologie intrusive, d'accord ? Mais que ça impacte, parce qu'il faut au moins 50% de la population, c'est-à-dire l'ensemble de la société, pour 0,24% de personnes ou 5% de personnes. Donc là, on a un problème de proportionnalité, c'est-à-dire qu'on met en œuvre un outil dont je ne dis pas qu'il est inutile, ou dont je ne dis pas que j'en sais rien, mais où je dis que c'est comme si je vous disais, vous voulez me mettre une claque, et puis moi, je vous tire une balle dans la tête. Oui, c'est sûr que vous ne mettrez pas de claque, donc c'est efficace techniquement, mais la proportionnalité n'est pas nécessairement là. Donc c'est là aussi, vous voyez ce que je veux dire, c'est la conséquence globale, c'est pas moi. Moi, je la mettrai pas, mais ça, c'est mon choix personnel. Mon épouse n'est pas convaincue. Mon épouse,
ça ne lui pose pas de problème. Elle a une perception complètement différente. C'est pas un souci techniquement. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Et pour répondre, moi, je n'essaye pas d'avoir une influence, je partage un avis. Merci. Isance. Ah bah pardon, Frédéric qui veut prendre la parole. Non, on finira par une femme. On a commencé par une femme, on finira par une femme. Très bien. Je suis vraiment d'accord avec ce qu'il vient de dire sur beaucoup de choses. Et aussi sur le caractère individualiste de nos témoignages qui ne concernent moi que Frédéric ou Julien que Julien ou Julien entrepreneur, etc. Mais l'université, enfin, la majorité ou l'universalité, c'est aussi cette somme d'individus. Et j'aurais vraiment envie de soulever des tas de choses. J'ai l'impression que finalement, la question que j'aimerais poser, donc là, ce ne sera pas pour ce soir, hein, mais ce serait, tout comme pour un médicament, hein, on sait qu'il a des effets secondaires. Là, aujourd'hui, on sait que l'outil n'est pas parfait. On sait qu'il peut porter atteinte, ça va dépendre des opinions, aux libertés individuelles, etc. Ça peut être un premier pas vers quelque chose, etc. Mais est-ce que finalement, ça, par rapport à l'économie des vies que ça peut représenter, est-ce que ce n'est pas… et ça, c'est un vrai débat sur lequel je ne suis pas sûr d'avoir une vraie réponse, moi, mais que je trouverais aussi intéressante, parce qu'on sait qu'il y a des failles. Après, il y a tellement de trucs sur lesquels j'ai envie de réagir. Quand je vois Monsieur Bardol qui utilise un fond d'écran qui cache l'arrière, et ça ne fonctionne pas très bien, parce que de temps en temps, vous mettez vos mains, etc. Mais pourtant, vous l'utilisez. Madame de France, elle utilise Zoom alors que son Wi-Fi ne marche pas très bien. Et on est comme ça, je trouve, un peu à charge de temps en temps et avec un petit peu de mauvaise foi. Les exemples de caissière ou de coursier ne fonctionnent pas parce qu'il faut rester 15 minutes avec la personne, ce qui n'est pas le cas pour ces métiers-là, qui ne vont pas rester 15 minutes avec un client. Quoique. Ça dépend. Ouais. Pense quand tu achètes une automobile. Non, mais Tu vas acheter ton Renault Twingo. Enfin, ne coupez pas Frédéric. Un truc qui vient à l'esprit. L'autre fois, Franck, je parlais. on ne coupe pas Frédéric. Ah, pardon, excuse-moi. Non, parce que ton exemple m'a fait réagir. Je t'ai coupé, pardon, excuse-moi. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, il y a de la passion. Et je crois que moi j'aurais envie d'échanger avec plusieurs d'entre vous. Mais, Frédéric, on peut, je peux couper, on pourra continuer si le cœur vous en dit, il n'y a pas de souci. Mais merci, parce que je trouve qu'en tout cas, on n'est pas sur un discours fermé, même si on a des convictions différentes ou des approches différentes des problèmes. On sent bien l'ouverture d'esprit, l'envie d'en débattre, de défendre ses convictions et l'écoute, vraiment de toute l'équipe. Voilà, c'est chouette. Isance, si vous voulez dire un mot aussi en finale. Vous m'entendez là ou pas, ou toujours le problème? Oui. Ça va aller? Non, très bien. C'est une petite non, vous disiez, est-ce que vous avez convaincu votre entourage? En réalité, la majeure partie des gens que je connais sont en zone verte. Donc, typiquement, pas plus tard que ce matin, ma soeur me disait qu'est-ce que tu veux en zone verte? Il n'y a plus rien, plus une masse, plus d'applications. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt d'utiliser cette application. Donc, là aussi, on pourrait parler encore de l'harmonisation sur le territoire, etc. Bon, mais on ne va pas y venir. Mais je voulais revenir juste sur un propos qu'avait dit Frédéric en disant il y a toujours ce mouvement d'avant-arrière, en fait. On a une idée, puis on revient dessus, etc. Sauf que ce qui m'inquiète, moi, en tant que juriste, c'est quand on légifère, en fait, surtout quand il s'agit de liberté fondamentale, dans ce genre de contexte, en réalité, on ne revient jamais dessus. Un droit qui est, un droit acquis dans ce domaine est acquis sur le long terme. Donc, c'est ça qui est compliqué, en fait, quand on touche aux libertés fondamentales. Il faut vraiment prendre le temps de la réflexion, prendre le temps du débat, parce que justement, on ne sait pas quel est l'impact. Mais on sait que si on légifère trop vite, ça sera très, très, très difficile de revenir en arrière une fois qu'on aura constaté qu'il y a une erreur. D'où vraiment l'intérêt de discuter et d'avoir un vrai débat là-dessus. Et c'est ce qu'on a un peu reproché à cette application Stop Covid, c'est que finalement, la CNIL a donné son avis en urgence, tout s'est fait en urgence, alors que, comme disait Emmanuel, d'autres pays avaient signalé que ça n'avait pas été du tout efficace. Donc ça participe aussi à la confusion du débat, alors même que cette technologie, les technologies en général, devraient ouvrir un débat vraiment apaisé, sans idéologie, et vraiment comprendre l'impact des technologies sur la société. Voilà, c'est tout.
Parfait, parfait. C'est vraiment une très bonne conclusion. Merci Isance, parce que effectivement, enfin, j'imagine qu'autour de cette table qui était finalement assez réduite, mais je pense que les gens auront plaisir à voir la vidéo. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont au fait de ces technologies et qui se posent plein de questions, même qu'on soit convaincu ou qu'on ne le soit pas d'installer cette application. Ce que je trouve très bien, parce que la plupart du temps, ce que j'ai vu, c'est des gens qui ne s'intéressent pas du tout et qui ont un avis. Moi, c'est ce qui m'inquiète plus fortement. C'est-à-dire que avant d'avoir un avis, ce serait bien d'être éclairé. C'est ce qu'on a essayé de faire ce soir. Franck, j'ai vu que tu voulais prendre la parole. Vas-y, vas-y. Oui, normalement, il y a un petit outil pour lever le doigt, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors, Moi non je lève plus. le doigt comme ma fille. En Non. participant. Oui, juste le mot de la fin en ce qui me concerne, parce que j'ai fait un peu mon storytelling, pourquoi je m'y suis intéressé, etc. Et ma conclusion personnelle que je vous partage, en ce qui me concerne, moi j'ai l'impression que c'est un outil qui est cache-misère. Ça cache la misère, vraiment, un cache-sexe technologique pour montrer à quel point, pour à la fois cache-misère, ouais, pardon pour mon exemple, mais en tout cas, à la fois cache-misère et aussi du bougisme. Alors, bougisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire je bouge pour montrer que je fais quelque chose, même si je ne sais pas ce que je dois faire, mais je vais me mettre à bouger pour montrer que je suis quand même un petit peu actif. Bien entendu, vous voyez à qui s'adresse ça. Donc, bougisme et cache-misère, parce que j'ai donné plusieurs fois les fameux 3 points, hein, tester, isoler et tracer, qui font la globalité et la cohérence de cette politique. Mais quand vous supprimez la majorité de ces points, eh ben, finalement, il ne vous reste plus qu'un cache-misère, une sorte d'outil technologique qui est censé un peu réconforter les gens et montrer que, bon, eh ben, effectivement, on fait quand même quelque chose. Voilà. Moi, c'est ma conclusion personnelle. Merci Franck, merci à toutes et à tous. C'était un débat passionnant. Moi aussi, j'aurais aimé qu'il perdure. Je crois qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais remercier tous les participants. Il y en a qui ont quitté la séance, mais ils reviendront, je pense, regarder la vidéo. C'est ce qui est très bien. Je vais couper l'enregistrement. Et si vous voulez qu'on continue à parler, bien entendu, il n'y a pas de souci.